13h30 sur ce plateau, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal de la mi-journée sur Mandico Télévision. Le président Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé le mercredi 30 octobre 2024 à Bujumbura pour prendre part au 23e sommet du COMESA des chefs d'État et des gouvernements du marché commun de l'Afrique orientale et australe qui s'ouvre ce jeudi 31 octobre. Créé en 1994, le COMESA est une communauté économique régionale en Afrique composée de 21 États membres. Regardez. Le président Félix Tshisekedi est arrivé mercredi à Bujumbura, au Burundi, pour prendre part au 23e sommet de chefs d'État et des gouvernements du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA, qui s'ouvre ce jeudi 31 octobre 2024. Le thème retenu pour ces assises est accélérant l'intégration régionale par le développement de chaînes des valeurs régionales dans le domaine de l'agriculture résiliente au climat, de l'exploitation minière et du tourisme. Le COMESA est une communauté économique régionale en Afrique, composée de 21 États membres. Formée en décembre 1994 en remplacement d'une zone d'échange préférentielle qui existait depuis 1981, le COMESA est un cadre de discussion qui vise à améliorer le commerce, la coopération et l'intégration régionale. En 2008, cette organisation a accepté une zone de libre-échange élargie, incluant le membre de deux autres blocs commerciaux africains, à savoir la Communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, et la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. Il envisage également un régime commun de visa pour stimuler le tourisme. L'accord portant création de la commission technique mixte en matière de frontières entre la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud a été signé le mercredi 30 octobre à Djouba entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani Louko, et Ramadan Mohamed, ministre des Affaires étrangères et coopération régionale du Soudan du Sud. Cet accord consiste à l'examen de toutes les questions relatives à la question de la frontière d'une longueur d'environ 787 km entre les deux pays. Les deux pays tiennent à vivre dans la concorde et l'unité dans le respect de la date butoir qui est fixée jusqu'en 2027 par le programme des frontières de l'Union africaine. Suivez. Base juridique permettra à la commission technique mixte de pouvoir fonctionner sans embâche en vue du début effectif des travaux de démarcation. J'exhorte les experts de se mettre immédiatement au travail en vue de l'élaboration de la méthodologie et du planning des travaux pour la démarcation de la frontière commune. Cela dans le respect de la date butoir fixée à l'an 2027 par le programme Frontières de l'Union africaine, PFUA. Je reste convaincu que ces assises de la deuxième session entre nos deux États déboucheront certes sur des résolutions concrètes qui rencontreront certainement les attentes et aspirations de nos deux chefs d'État, et ce, dans l'intérêt supérieur de nos deux peuples. Et dans un autre chapitre, remise et reprise le mercredi 30 octobre 2024 au centre d'instruction des forces armées de la République démocratique du Congo à Moura, près de Likasi dans le Haut-Katanga, au sud-est du pays, entre le colonel Zanza Tessemba, commandant sortant, et le colonel Nora Kinoa, l'entrant. Cette cérémonie a été supervisée par son adjoint chargé des opérations de la 22e région militaire. Les détails dans cet élément. Les centres d'instruction militaire de Moura a un nouveau commandant en la personne du colonel Nora Kinoa qui succède au colonel Zanza Tessemba. La passation du bâton de commandement a été présidée à Likasi dans le Haut-Katanga par le général de brigade Mwaku, commandant adjoint de la 22e région militaire en charge des opérations de renseignement. Ce dernier a salué les années de service du commandant sortant en rappelant l'impact de son travail à la tête de ce centre qui existe depuis 40 ans. Le général Mwaku a appelé les successeurs de Zanza à marcher sur ses traces. 40 ans d'existence, ça signifie
plusieurs commandants. Ça signifie que les commandants qui sont aujourd'hui n'étaient pas les premiers, n'est-ce pas? Et j'ose aussi croire, celui que nous allons installer tout à l'heure ne sera pas le dernier. Bien, 7 ans de commandement, ce n'est pas facile. Faire 7 ans de commandement, ça signifie effectivement on a été à la hauteur. Le colonel Zanza a exprimé sa reconnaissance envers le général Mouakou et le chef de l'État pour la confiance placée en lui tout au long de son mandat. Il a réaffirmé son engagement à servir le pays là où ses compétences seront requises, assurant ainsi sa disponibilité pour les futures missions. Un principe de consigne, que ce soit particulière ou bien générale, il en a déjà eu. Et il y avait quelque chose que je lui avais dit que moi je ne peux pas donner des consignes sur les individus. Je donne des consignes que sur le travail. Et c'est ce que nous avons fait aussi. Et je lui ai aussi demandé de tenir toujours en haut le flambeau allumé de Moura pour que cela ne puisse plus s'éteindre. Et je serai toujours là, partout où je serai. Si ça tient, s'il a besoin de moi, je serai toujours prêt pour répondre d'une manière ou d'une autre. Le colonel Nora Kinoa, qui prend officiellement ses fonctions à la tête de ces genres d'instruction de l'armée, s'est engagé à préserver la discipline et l'efficacité opérationnelle du centre. Il a aussi promis de renforcer l'esprit de solidarité entre les recrues et les instructeurs. Le colonel Zanza, que je viens de remplacer, n'a pas démérité, comme vous l'avez dit. Et tenant compte de vos conseils, je suis sûr que nous allons nous mettre au travail pour le bien de la nation et suivre certainement la direction ou les traces qu'ont laissé l'officier ici présent. Nous n'allons pas vous décevoir. Je crois qu'à chaque instant qu'il y aura besoin d'un conseil, nous ne manquerons pas de toucher la hiérarchie pour en savoir un peu plus. Situé dans la province du Haut-Katanga, le centre d'instruction de Moura est un lieu emblématique pour la formation militaire de la RDC. Il a été créé en 1984 par le feu président Mobutu. Il a connu des évolutions significatives, renforçant son rôle dans le développement des capacités opérationnelles des nouvelles recrues et dans l'adaptation aux exigences de la défense nationale. Allez, on change de chapitre pour parler santé cette fois-ci. Le ministre provincial de la Santé de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a annoncé mercredi 30 octobre 2024 au cours d'un point de presse la mesure relative à la fermeture des établissements et services des soins de santé non viables. Patricien Gongo a affirmé qu'aucun jour supplémentaire ne sera accordé aux structures non viables et non en règle et que les services compétents seront déployés sur le terrain dans les tout prochains jours pour infliger des sanctions. Regardez. Les formations sanitaires et les officines pharmaceutiques non viables doivent fermer leurs portes dans la capitale congolaise. La décision a été prise le mercredi 30 octobre 2024 par le ministre provincial de la Santé de Kinshasa après l'expiration du moratoire accordé aux tenanciers des services de santé et des pharmacies. Patricien Gongo dit ne pas aller en guerre contre ces tenanciers, mais vouloir protéger la population quinoise. La décision que j'ai prise allant dans le sens non seulement de sanctionner les structures non viables, mais aussi de les accompagner à la régularisation, ne pas tomber comme un chevet dans la soupe. Je me suis servi de lois qui existent, mais qui peut-être n'ont jamais été appliquées. Force est de constater que la majorité des établissements de soins de santé œuvrant dans la ville-province de Kinshasa fonctionne sans aucune autorisation au préalable et ne respecte pas les normes relatives à la standardisation des outils de gestion des établissements de soins de santé en République démocratique du Congo en général et dans la ville de Kinshasa en particulier. Ce que nous allons aller faire sur terrain, c'est aller maintenant traquer des personnes là qui
qui ne se sont jamais enregistrés au niveau de la zone de santé et aussi au niveau de la division provinciale de la santé. Il faut vous rassurer que ce que nous allons faire, ça sera fait d'une manière professionnelle. À noter que le ministère provincial de la Santé avait donné un moratoire d'1 mois aux établissements de soins de santé et pharmaceutiques non viables œuvrant dans la ville de Kinshasa. Ce moratoire visait à procéder au contrôle rigoureux pour vérifier la viabilité des établissements de soins de santé et pharmaceutiques. Et en Afrique, le Botswana a voté le mercredi dernier pour élire son président et son parlement. Une forte participation a été enregistrée. Le président sortant, Mokgweetsi Masisi, demeure le favori, mais l'opposition, bien que divisée, est déterminée à faire entendre sa voix. Derrière les enjeux électoraux, le mécontentement populaire est palpable. Le Botswana, bien que riche en ressources, notamment en diamants, fait face à des taux de chômage élevés et à des accusations de corruption qui minent la confiance des citoyens dans le gouvernement. Ces frustrations, si elles se traduisent par un vote massif contre le BDP, pourraient potentiellement affaiblir le soutien à ce parti au pouvoir depuis 1966. Regardez. L'opposition est principalement représentée par l'Umbrella for Democratic Change, UDC en sigle, une coalition de gauche dirigée par l'avocat de droits humains Douma Boko. Ces derniers a exprimé des préoccupations majeures concernant l'intégrité du processus électoral. Dans une déclaration, il a souligné: Nous sommes préoccupés par l'ensemble des éléments liés à l'intégrité du processus et nous savons que nous avons affaire à une commission électorale indépendante qui est déterminée à garantir que nous n'aurons pas d'élections libres, équitables et crédibles. Mais nous nous contenterons de ce dont nous disposons. Nous avons mis en place nos propres mesures pour assurer le suivi des élections. Les inquiétudes de Boko et de l'UDC reflètent une méfiance croissante envers les institutions électorales perçues comme favorisant le Parti démocratique du Botswana, BDP. Cette situation soulève des questions sur la transparence et la légitimité des résultats qui seront publiés. L'élection de ce mercredi représente donc non seulement un test pour le président Masisi, mais aussi une opportunité pour l'opposition de renforcer son influence face à un BDP qui, bien qu'historique, est de plus en plus contesté par une population en quête de changement. Reste à savoir si cette division au sein de l'opposition et les mécontentements généralisés des électeurs seront suffisants pour modifier le paysage politique du pays. Et puis, dans son récent rapport intitulé « Arrêter la guerre contre les enfants », l'ONG britannique Save the Children signale une hausse de 14% en 2023 des violations des droits des enfants vivant dans les zones de conflit à travers le monde. Suivi. Plus de 31 000 cas ont été enregistrés cette année, soit environ 86 crimes par jour, comprenant des agressions sexuelles, des attaques contre les écoles, le meurtre, les mutilations et les enlèvements, les violences sexuelles, les recrutements dans des groupes armés et les hôpitaux et les refus de l'accès humanitaire aux enfants, soit les niveaux les plus élevés depuis les débuts du rapport en 2005. Les violations les plus importantes ont été enregistrées au Soudan et en Palestine, selon le nouveau rapport de Save the Children. En 2023, le nombre de conflits impliquant des États membres s'élève à 59, un niveau jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Plus de 473 millions d'enfants, soit plus d'un sixième d'entre eux, vivent désormais dans des zones de conflit. En 2023, on recense également plus de 31 000 violations graves des droits des enfants, un record depuis que les Nations Unies ont commencé à documenter ces incidents en 2010. Ces violations incluent un nombre alarmant de meurtres et de mutilations. Une autre violation grave concerne les refus d'accès à l'aide humanitaire. En Palestine, 3250 incidents de ce type ont été signalés en 2023. Pendant ce temps, les dépenses militaires mondiales
ont triplé et les besoins urgents en aide humanitaire laissés à l'abandon. L'impact économique de la violence continue de croître de manière alarmante, englobant les coûts de prévention, d'endiguement et des traitements de ses conséquences. En 2023, cet impact a atteint 19 100 milliards de dollars en termes de parité de pouvoir d'achat. Nous observons aussi un appétit croissant pour les conflits et les interventions militaires au détriment de la paix et du développement. En 2023, les dépenses militaires mondiales ont atteint un montant vertigineux de 2400 milliards de dollars, alors que l'aide au développement a chuté de 9,6% pour atteindre seulement 15,3 milliards. Vous voyez où se situe l'appétit pour les investissements. Le monde n'a jamais été aussi dangereux pour les enfants. En 2023, s'alarme l'ONG, le nombre de crimes commis dans les cadres de conflits a atteint un niveau sans précédent. Et à présent, place à la revue de presse. Bienvenue dans cette lecture des journaux, Diane Bonga. Merci Laetitia. 3 morts dans le crash d'un hélicoptère militaire à Ndolo. Oui Laetitia, 2 sujets se taillent à part de Lyon dans les colonnes de journaux parus ce jeudi 31 octobre 2024 dans la capitale congolaise. Le premier sur le crash d'un hélicoptère militaire à l'aéroport de Ndolo et les seconds portent sur la rencontre de chefs d'État congolais et ougandais à Entebbe. Alors nous démarrons avec la tempête de tropique qui rapporte qu'un hélicoptère militaire de forces armées de la République démocratique du Congo s'est écrasé mercredi 30 octobre à l'aéroport de Ndolo à Kinshasa. Selon ce quotidien, l'origine du crash reste jusque-là inconnue malgré la panique généralisée aux alentours de l'aéroport. Ce tabloïd cite des sources qui parlent de 3 morts, tous de nationalité étrangère, dont les pilotes coincés dans l'appareil en feu et ses coéquipiers qui ont rendu l'âme à l'hôpital où ils ont été évacués. Une unité de force aérienne s'est déployée sur la place pour sécuriser le périmètre de l'aéroport, a noté la tempête de tropique. Et toujours à Kinshasa, crash d'un hélicoptère militaire à l'aéroport de Ndolo. Oui, sur le même volet, mais cette fois-ci avec Kivu Morning Post qui signale qu'engagé dans une mission technique, l'appareil a pris feu après l'impact, nécessitant une intervention rapide des équipes de secours. Ce quotidien révèle que les services anti-incendie de la régie de voies aériennes RVA en sigle de Ndolo s'y sont immédiatement mobilisés pour maîtriser les flammes et sécuriser la zone. Sous le regard inquiet de la population amassée le long de l'enclos de ces sites militaires pour constater les dégâts. Aussitôt saisi, fait savoir ce portail, le gouvernement a rapidement dépêché sur les lieux de l'incendie le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation et son collègue vice-ministre de la Défense nationale. République démocratique du Congo, 3 morts dans le crash d'un hélicoptère de l'armée à Kinshasa. En clôture ces chapitres de crash, la Libre indique qu'une enquête a été immédiatement ouverte par des autorités compétentes pour déterminer les circonstances réelles du crash de cet hélicoptère qui servirait au ravitaillement militaire. Alors qu'une communication officielle tardait à être livrée par des sources militaires ou gouvernementales, note ce quotidien, une certaine opinion quinoise estime que l'édit crash serait lié à un problème technique ou météorologique. Le journal rappelle qu'il y a 32 ans où un Antonov avait raté son décollage de cet aéroport avant de finir sa course sur la voie, causant la mort de plus de 300 morts et des dégâts matériels énormes sur le marché Tipka. Et puis, Ouganda, République démocratique du Congo, Museveni et Tshisekedi entendent poursuivre leur lutte contre le groupe ADF. Oui, la RFI change de page et précise que le président
Félix Tshisekedi a rencontré mercredi son homologue ougandais Yoweri Kaguta Museveni à Entebbe pour une séance de travail axée sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo en proie au bruit de bottes. Ce tabloïd souligne que cette rencontre, tenue 2 semaines après des discussions entre hauts responsables militaires de 2 pays à Kinshasa, vise à renforcer les efforts conjoints de stabilisation de cette région troublée. Et enfin, RDC, Ouganda, le président Félix Tshisekedi est arrivé à Entebbe pour une visite de travail avec Yoweri Museveni. Oui, on termine avec le phare qui, à ces sujets, indique que la rencontre entre ces 2 chefs d'État a duré 3 heures et n'a pas été sanctionnée par un communiqué final ou une conférence de presse conjointe. Ils ont à la place fait la restitution devant leurs collaborateurs respectifs de l'essentiel de leur discussion, a rapporté ce tabloïd. Après l'Ouganda, écrit le phare, le président congolais est arrivé le même mercredi à Bujumbura, au Burundi, pour prendre part au 23e sommet de chefs d'État et des gouvernements du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA en sigle, qui s'ouvre ce jeudi 31 octobre. Merci Diane pour la lecture des journaux. Merci Laetitia de m'avoir reçu. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.